À Thanksgiving, ma sœur s'est vantée de son nouveau manoir, tu ne seras jamais à notre niveau, Aubrey. Tu travailles dans la boue. Tout le monde a ri jusqu'à ce que je montre à mon père le reçu d'acquisition de 160 millions de dollars. Puis les supplications ont commencé. Je suis simplement parti. Ma famille m'a abandonné lorsque ma start-up de technologie industrielle a fait faillite, se moquant de mes difficultés pendant des années. Quand ils m'ont invité à Thanksgiving juste pour se vanter d'un manoir qu'ils ne pouvaient pas se permettre, j'ai révélé mon acquisition de 160 millions de dollars, brisant leur réalité pour toujours. Avant de poursuivre avec l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes, TN Technica nous changeons de chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne qui n'aime pas le karma, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, sur le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. La table en acajou de la salle de conférence semblait froide contre mes paumes. Je pressais mes mains à plat contre le bois poli, essayant de me recentrer, et essayant d'arrêter le léger tremblement de mes doigts. En face de moi, 3 avocats en costume bien taillés empilaient soigneusement des piles de documents dans des dossiers en cuir. L'avocat principal, un homme aux cheveux argentés et au sourire rassurant, fit glisser la dernière page de signature vers moi. « Encore une » dit-il doucement, tapotant un lourd stylo plaqué sur la ligne pointillée. « Et c'est officiellement fait ?» Je pris le stylo. Le poids des 12 dernières années de ma vie. 12 années de troubles du sommeil, de crise, de panique dans la salle des serveurs, de survie grâce à du café rassis et une volonté de faire. J'ai signé. « Félicitations » dit l'avocat en tendant la main. « L'acquisition est complète. Le transfert de 160 millions de dollars a été initié sur vos comptes privés. Vous méritez ce repos. » Je lui serrai la main, mais mon corps se sentait complètement vidé. Le bilan physique de ces derniers mois, les négociations interminables avec le conglomérat acquéreur, la diligence raisonnable et épuisante, le secret absolu requis m'avait laissé violemment épuisé. Mon estomac se noie, un mélange de soulagement profond et d'une étrange nausée persistante. J'avais 38 ans et j'étais soudainement, incroyablement riche. Je suis sorti de l'imposant bâtiment de verre et dans l'air frais de l'automne, l'esprit complètement vide. Je voulais juste aller à mon appartement, calme et modeste, me glisser dans mon lit et dormir pendant une semaine. Mais alors que je déverrouillais ma voiture, mon téléphone se mit à vibrer violemment dans mon sac à main. Je le sortis, plissant les yeux à la lumière crue de l'écran. L'identifiant de l'appelant affichait un nom que je n'avais pas vu sur mon téléphone depuis près de 11 mois. Robert, mon père. Mon pouce plana au-dessus du bouton rouge de refus. Chaque instinct de mon système nerveux meurtri et épuisé me hurlait de l'ignorer, mais une curiosité masochiste, un vestige de la petite fille qui voulait juste l'approbation de son père, prit le dessus. Je fis glisser le bouton vert et portai le téléphone à mon oreille. « Allô » dis-je, la voix rauque par manque de sommeil. La voix de Robert résonna dans le haut-parleur. Autoritaire et nette, complètement dépourvue de chaleur. Pas de « comment vas-tu » Pas de « ça fait longtemps ». Il parlait comme s'il s'adressait à un subordonné déjà en retard pour son service. Je t'attends dans le Connecticut jeudi prochain. À 16 heures précises. Je m'appuyai contre le volant, fermant les yeux. Jeudi prochain, papa. C'est Thanksgiving. Quel jour sommes-nous, Aubrey ? Tu es invité. Le mot invité eut l'effet d'un coup de poing. Ces 3 dernières années, mes invitations aux vacances familiales avaient mystérieusement disparu. Il y avait toujours une excuse, nous pensions que tu étais trop occupé avec ton petit passe-temps informatique ou la famille d'Eden occupait toutes les chambres d'amis. J'avais passé les 3 derniers Noël et Thanksgiving à manger des plats à emporter, seul, fixant les murs de mon appartement, pendant que ma famille postait des photos de somptueux dîners préparés par des traiteurs. Papa, je ne me sens vraiment pas bien, balbutiai-je, l'épuisement m'envahissant soudainement. J'ai eu une semaine chargée au travail. Je ne pense pas que je puisse faire le voyage. Un silence lourd et étouffant s'installa au bout du fil. Quand Robert parla de nouveau, sa voix était dangereusement basse. « Écoute-moi très attentivement, dit-il, en articulant chaque syllabe. Ta sœur a accompli quelque chose de remarquable. Elle et Eden construisent un héritage. Nous avons toléré tes excentricités et ton refus de trouver un vrai travail pendant plus d'1 décennie. Tu as assez importuné cette famille avec ton entêtement.
tu ne vas pas manquer de respect au succès de ta sœur en restant à traîner en ville. Tu seras là. Tu seras agréable et tu applaudiras. Suis-je clair? Il n'attendit pas de réponse. La ligne se coupa. J'éloignai le téléphone de mon oreille, fixant l'écran de fin d'appel. J'étais assise dans un parking, tenant un morceau de plastique à la main, venant de gagner 9 chiffres, et pourtant je me sentais exactement comme l'adolescente invisible et sans valeur que j'étais. La prise de conscience m'envahit, froide et suffocante. Il ne voulait pas que je sois là pour fêter. Il voulait que je sois là en tant que public. Il voulait que je sois là pour servir de référence à l'échec par rapport à laquelle Mélanie pourrait mesurer son succès éblouissant. La trahison était pire que l'épuisement lui-même. Je restai assise dans ma voiture pendant 20 minutes, incapable de tourner la clé dans le contact. Ma poitrine était serrée. Une douleur fantôme familière irradiait à travers mes côtes. C'était la même douleur exacte que j'avais ressentie à 25 ans, assise à la table du dîner familial, écoutant Robert vanter la promotion de Mélanie dans son entreprise de design d'intérieur. Tout en ignorant explicitement mes tentatives de lui parler du logiciel de sécurité industrielle que je codais. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois-ci, c'était un message texte qui illumina l'écran. Mélanie, papa a dit que tu venais la semaine prochaine. L'adresse est ci-dessous. C'est une résidence fermée, donc tu devras donner ton nom aux gardes. Assure-toi que ta voiture est lavée pour qu'elle ne laisse pas d'huile sur les nouveaux pavés. Et vraiment, porte des vêtements appropriés. Pas de bottes à embout d'acier ou quoi que ce soit que tu portes sur ces chantiers. Nous organisons l'événement avec un chef étoilé au Michelin. Je fixai l'écran, un rire amer et sans humour s'échappant de ma gorge. Des bottes à embout d'acier. Elle faisait référence à l'intégration de logiciels spécialisés pour les poids lourds que j'avais développés au cours de la dernière décennie. Mon entreprise ne fabriquait pas d'applications grand public ni de petits jeux vidéo amusants. J'avais conçu un algorithme de sécurité prédictive pour les machines lourdes utilisées dans des environnements industriels à grande échelle. J'avais passé des années sur des sites de barrages hydroélectriques massifs dans le nord-ouest du Pacifique et sur des opérations de grues à tour dans des centres urbains pour tester des capteurs et écrire du code qui prévenait activement les défaillances structurelles et sauvait des vies. C'était un travail courageux, peu glamour, très technique et extrêmement lucratif. Pour Mélanie, j'étais juste une mécanicienne de luxe qui jouait avec des ordinateurs dans la boue. Je tapais une réponse rapide et neutre, compris. On se voit jeudi. Je jetai le téléphone sur le siège passager et démarrai enfin le moteur. Alors que je me frayais un chemin à travers le trafic de la ville vers mon appartement, mon esprit commença à rejouer la dernière décennie d'interaction avec ma famille. Chaque remarque condescendante, chaque roulement d'yeux quand je mentionnais mon entreprise, chaque exclusion accidentelle des discussions de groupe familial. On m'avait systématiquement exclu, me traitant comme une contagion de l'échec qui aurait pu infecter la vie parfaite et immaculée de Mélanie sur Instagram. Quand j'arrivai enfin à mon appartement, un modeste 2 pièces que je louais depuis 6 ans et que je n'avais jamais pris la peine de rénover parce que je n'étais jamais à la maison, je m'effondrai sur le canapé. Je n'allumai pas les lumières. Les lampadaires de la ville projetaient de longues ombres déformées sur le plafond. Mon ordinateur portable était posé sur la table basse. Je tendis la main, le posai sur mes genoux et l'ouvris. L'écran brillait intensément dans la pièce sombre. Je me connectai à mon portail bancaire sécurisé. C'était là. Disponible. 160 millions de dollars. Les virgules semblaient absurdes. Les zéros paraissaient incorrects. C'était plus d'argent que Robert n'en avait gagné dans toute sa carrière en entreprise. C'était plus d'argent que Mélanie et Eden ne pourraient jamais espérer voir en 10 vies. Je fis glisser mes doigts sur le pavé tactile, mon épuisement antérieur se dissipant lentement, remplacé par une étrange clarté froide. Pendant des années, j'avais accepté leur récit. J'avais accepté le rôle de la sœur excentrique et décevante qui avait toujours du mal à joindre les deux bouts. J'avais caché mes petits succès, minimisé ma liste de clients toujours croissante et gardé la tête basse parce que je savais que tout succès que j'aurais serait instantanément diminué par mon père pour protéger l'ego de Mélanie. Il voulait que je vienne à Thanksgiving. Il voulait qu'Aubrey, pauvre et en difficulté, s'assoient à leur immense nouvelle table, mangent leur nourriture étoilée au Michelin et s'émerveillent de leur immense richesse. Il voulait que je me sente petite. Je fermai l'ordinateur portable avec un clic doux et décisif. Les ombres dans la pièce semblaient s'estomper.
Un calme étrange et serein envahit mes nerfs à vif. J'allais y aller. J'allais laver ma voiture. J'allais porter une jolie robe et m'asseoir à leur table. J'allais les laisser me coincer, se vanter et me rabaisser. J'allais jouer exactement le rôle qu'ils m'avaient assigné toute ma vie. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Le trajet jusqu'au Connecticut le jeudi suivant dura 3 heures. Je passais tout ce temps dans un silence absolu, laissant le rugissement des pneus sur l'autoroute noyer l'anxiété qui accompagnait habituellement les réunions de famille. En conduisant, mon esprit revint au moment décisif de notre dynamique familiale, le moment où j'ai réalisé exactement où je me situais. C'était il y a 8 ans. J'avais 30 ans et ma start-up était au bord de l'effondrement total. J'avais remporté un contrat colossal pour installer mon logiciel de sécurité prédictive sur un grand projet de barrage hydroélectrique, mais les coûts initiaux en matériel étaient stupéfiants. J'étais à court de capital. J'avais atteint le plafond de mes cartes de crédit, épuisé mes économies et je dormais sur un lit de camp dans mon bureau loué. J'avais besoin d'un prêt relais de 15 000 $ pour couvrir la paie de mes 2 ingénieurs ou l'entreprise ferait faillite. Désespéré, terrifié et ravalant toute ma fierté, je suis allé voir mes parents. C'était un dimanche soir. Robert, Julia, Mélanie et son nouveau mari Eden étaient tous assis dans le salon, buvant du vin cher. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti, le tapis moelleux sous mes baskets usées, alors que je me tenais devant eux et leur présentais mon plan d'affaires. Je leur ai montré les contrats. Je leur ai montré les prévisions de revenus. Je les ai suppliés, ouvertement et honnêtement, de me prêter 15 000 $, promettant de les rembourser avec intérêt dans les 6 mois. Robert avait simplement soupiré, posant son verre de vin avec un tintement sourd. Aubrey, avait-il dit, utilisant le même ton déçu et affairiste qu'il avait utilisé au téléphone la semaine dernière. Nous ne sommes pas une banque. Et franchement, ton entreprise est un navire qui coule. Tu dois limiter tes pertes, mettre à jour ton CV et trouver un emploi stable. Papa, ce n'est pas le cas, avais-je supplié, la voix brisée. J'ai juste besoin de la liquidité pour construire les capteurs. Ce logiciel va révolutionner la sécurité industrielle. C'est réel. C'est un fantasme, ajouta Mélanie depuis le fauteuil en velours. Elle fit tournoyer son vin, son énorme bague de fiançailles en diamant reflétant la lumière. Tu as 30 ans, Aubrey. Il est temps de grandir. Tu ne peux pas continuer à jouer à l'entrepreneur pour toujours. C'est embarrassant. Mais le pire, ce n'était pas le rejet. Le pire, c'était Eden. Eden était un consultant en gestion de patrimoine, fraîchement diplômé. Un titre qui, pour autant que je sache, signifiait qu'il jouait au golf le mardi et utilisait le mot synergie sans ironie. Il était lisse, trop lisse. Il portait des costumes légèrement trop ajustés, souriait avec des dents parfaitement blanchies et avait l'habitude agaçante d'évaluer la valeur monétaire de tout dans une pièce avec ses yeux. Eden se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, projetant une aura de fausse sympathie. « Aubrey, écoute-moi » avait dit Eden, sa voix dégoulinant de condescendance. « Dans mon domaine, je vois ça tout le temps. L'erreur des coûts irrécupérables. Tu es émotionnellement attaché à ton produit, mais d'un point de vue purement fiscal, on ne jette pas de l'argent par les fenêtres. Il serait irresponsable de la part de Robert de financer une entreprise en faillite. J'ai regardé les tendances du marché dont tu parlais, il n'y a tout simplement pas de retour sur investissement. » Il n'avait rien regardé. Il ne connaissait rien aux logiciels industriels ou à l'infrastructure des barrages hydroélectriques. Il voulait juste paraître autoritaire. J'ai quitté leur maison ce soir-là en larmes. 2 semaines plus tard, j'ai appris par une tante que Robert avait donné à Mélanie et Eden 100 000 $ en espèces comme cadeau de mariage, pour les aider à acheter leur premier appartement de luxe. Je n'ai pas perdu mon entreprise. J'ai vendu ma voiture, déménagé dans un appartement moins cher, pris des contrats de codage en freelance la nuit, et j'ai maintenu les lumières allumées juste assez longtemps pour achever le projet du barrage hydroélectrique. Ce fut le catalyseur qui propulsa mon entreprise dans la stratosphère, mais je ne l'aurais jamais dit. Je les ai laissés croire que je m'en sortais à peine. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, je m'arrêtais devant l'imposant portail en fer forgé du domaine de Whispering Pinet. Le garde vérifia ma carte d'identité en fronçant les sourcils, regardant sceptiquement ma berline vieille de 5 ans avant de me faire signe de passer. Je conduisis lentement sur l'allée sinueuse et méticuleusement entretenue. La maison était monstrueuse,
une énorme ferme moderne avec de gigantesques baies vitrées et un garage pour 4 voitures. Elle criait argent neuf. Alors que je me garais à l'autre bout de l'allée, en prenant soin de ne pas faire couler d'huile imaginaire sur les pavés immaculés, la porte d'entrée massive en chêne s'ouvrit et Eden se tint sur le seuil. Il portait un pull en cachemire drapé sur ses épaules et tenait un verre en cristal rempli d'un liquide ambré. Il avait l'air plus âgé, légèrement plus lourd. Mais son sourire suffisant et satisfait était le même. Il me regarda dans l'allée, ses yeux balayant rapidement ma voiture modeste avant de se poser sur mon visage. « eh bien, cria Eden, sa voix résonnant sur la pelouse manucurée. « Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. Tu as trouvé, Aubrey. Je sais que tu n'as pas l'habitude d'être dans ce code postal. » Je saisis mon sac à main, pris une profonde inspiration et sortis de la voiture. Le piège était tendu. Il ne savait tout simplement pas qu'il y était déjà. L'intérieur de la maison était encore plus caverneux que ne le suggérait l'extérieur. Il sentait le cèdre cher, la cire à parquet et l'odeur forte et écœurante de la dinde rôtie. De l'art moderne haut de gamme, du genre qui ressemblait à une série d'accidents coûteux, était accroché au mur blanc immaculé. Robert et Julia étaient déjà assis près de l'immense cheminée en pierre, tandis que Mélanie voltait avec une tablette, aboyant des ordres à 2 membres du personnel de restauration en uniforme noir. « Aubrey, tu es là. » Enfin, dit Julia en se levant pour me faire une brève étreinte sans que sa poitrine ne touche la mienne. « Jette ton manteau dans le placard, ne le laisse pas sur la chaise. »« Heureuse de te voir aussi, maman, dis-je d'une voix ferme. » Mélanie ne leva même pas les yeux de sa tablette. « Fais attention à ne pas entrer dans la cuisine. Le chef est très pointilleux sur son espace de travail. Nous allons commencer avec une bisque de citrouille déconstruite et il est en train de mettre en place les assiettes. » Je m'assis sur le bord d'un fauteuil en velours qui semblait coûter plus cher que mes 3 premiers serveurs combinés. Pendant l'heure suivante, je jouais le rôle de l'observatrice silencieuse. J'écoutais Eden et Robert s'engager dans un jeu à enjeux élevés pour savoir qui avait le plus gros portefeuille. Eden était particulièrement bruyant, égrenant les noms de gestionnaires de fonds spéculatifs et de perturbateurs technologiques comme s'ils étaient des amis personnels. « Le marché est volatile, c'est sûr, » dit Eden en faisant tournoyer son verre. « Mais si vous avez le bon effet de levier, vous pouvez déplacer des montagnes. Nous étudions actuellement une opération d'investissement en capital dans le secteur industriel. Les barrières à l'entrée sont très élevées, mais les marges sont folles si vous connaissez les bonnes personnes. » Il me regarda avec un sourire condescendant. « Tu connais tout ça, le secteur industriel, n'est-ce pas, Aubrey? Comment ça va? » C'était quoi? Le secteur des capteurs. Ça circule toujours sur les chantiers. Il se développe, dis-je simplement, en gardant les yeux rivés sur mes genoux. Nous avons eu un certain intérêt récemment. Intérêt? C'est mignon, ricana Mélanie, nous rejoignant enfin. Elle s'assit à côté d'Eden, posant sa main sur son genou. J'ai dit à Eden qu'il devrait te donner quelques conseils pro bono, mais il est tellement occupé avec le nouveau terrain. Nous envisageons d'ajouter une cave à vin souterraine et une salle d'exposition pour 6 voitures. Les architectes arrivent lundi. Je les observais attentivement. Je remarquais la façon dont les yeux de Mélanie se posaient sur son téléphone toutes les quelques minutes. Je remarquais la légère tension dans la mâchoire d'Eden chaque fois que Robert posait une question spécifique sur le financement de la nouvelle maison. Je n'étais pas là, assise là. J'enquêtais. Il y a quelques mois, lorsque j'ai appris que l'acquisition était imminente, j'avais fait mes propres recherches. Je n'étais plus la même fille désespérée qui avait supplié pour un prêt. J'étais la directrice générale d'une entreprise spécialisée dans la recherche de failles cachées dans des structures massives. Et le style de vie d'Eden en tant que gestionnaire d'actifs était truffé d'embûches. Je savais pertinemment que l'entreprise d'Eden avait été durement touchée par une série de mauvais paris sur le marché immobilier. Je savais que cette nouvelle propriété spectaculaire était en fait au maximum de sa dette, avec un paiement forfaitaire dû dans moins de 60 jours. Ils ne se vantaient pas, ils jouaient un rôle. Ils avaient besoin que Robert croie qu'il réussissait pour qu'il continue à servir de filet de sécurité personnel. Je ressentis un frisson de réalisation. Ils ne m'avaient pas invité ici juste pour se vanter. Ils m'avaient invité ici parce que Robert commençait à poser des questions et ils avaient besoin de moi. L'échec pourrait être une distraction. Si j'étais l'enfant à problème, alors Mélanie était toujours la gagnante, quel que soit son solde bancaire. Ah,
Eden, dis-je, ma voix coupant son monologue sur les taux d'intérêt. J'ai rencontré quelqu'un de votre entreprise le mois dernier. Un homme nommé Marcus. Il a mentionné que les choses ont été compliquées ces derniers temps. Eden se figea. La glace dans son verre cessa de cliqueter. Il me fixa avec des yeux plissés. Marcus est dans un autre département, dit Eden, sa voix baissant d'un octave. Il ne voit pas la situation dans son ensemble. Tu ne devrais pas écouter les ragots de bureau, Aubrey. C'est indigne de toi. Ou peut-être pas, compte tenu de tes cercles habituels. Juste par curiosité, dis-je en prenant une gorgée d'eau. J'ai entendu dire que le secteur industriel est particulièrement impitoyable envers ceux qui n'ont pas leur propre capital. La tension dans la pièce changea. Robert regarda de moi à Eden, une lueur de doute traversant son visage pour la première fois. Le prédateur commençait à réaliser que la proie avait des dents. Le dîner fut une leçon magistrale d'agression passive. Entre deux plats déconstruits au goût principalement salé et prétentieux, Mélanie et Eden se penchèrent sur ma vie avec un regard renouvelé. Alors, Aubrey, dit Mélanie, s'essuyant la bouche avec une serviette en soie, puisque tu t'en sors bien maintenant, je suppose que tu as enfin déménagé de ce petit appartement. J'ai vu un TikTok sur ces immeubles. Ce ne sont pas des propriétés d'investissement. J'aime l'emplacement, dis-je. C'est près du bureau. Le bureau? Souffla Robert. Tu veux dire cet étage loué dans le quartier des entrepôts? J'y suis passé il y a 1 an. On aurait dit un bâtiment condamné. Quoi qu'il en soit, tu as presque 40 ans. Quand vas-tu arrêter cette mascarade et nous laisser t'aider à trouver un vrai travail? Eden a des relations dans une entreprise de logistique. Ils ont besoin de gens pour la saisie de données. Je regardais mon père. Il semblait si sûr de mon insignifiance. Il croyait vraiment qu'il était l'arbitre du succès dans cette famille. Je ne pense pas être faite pour la saisie de données, papa, dis-je tranquillement. Oh, s'il te plaît, se moqua Eden, en se penchant en arrière. Soyons réalistes. Tu joues à la directrice générale depuis une décennie. Que as-tu réellement construit? Quelques capteurs pour des barrages? On parle de vraies affaires ici. On parle d'un style de vie à 8 chiffres. Tu joues dans le bac à sable pendant que la ville se construit. Il fit un geste large vers la pièce. Les plafonds voûtés, les œuvres d'art coûteuses, les serveurs silencieux. Cette maison seule coûte plus cher que la valeur de ton entreprise de pacotille. Il est temps de l'admettre. Tu as échoué et c'est bien. Tout le monde n'est pas fait pour le monde des enjeux élevés. Mais ne reste pas assise ici à faire semblant d'être à notre niveau. Je posai ma fourchette. Le tintement de l'argenterie contre la porcelaine sembla résonner dans le silence soudain. Tu as raison, Eden, dis-je d'une voix calme, posée et terriblement claire. Nous ne sommes pas au même niveau. Pas du tout. Mélanie leva les yeux au ciel. Ça y est. Voilà le discours passionné. Non, dis-je en regardant droit dans les yeux d'Eden. Il s'agit de chiffres. Tu as mentionné le capital d'investissement dans le secteur industriel. C'est intéressant. Parce que la plus grande acquisition dans ce secteur a eu lieu il y a tout juste 3 jours. Une entreprise, Apex Industrial Safety, a été acquise par le Global Infrastructure Group. Le visage d'Eden pâlit, sa main se resserrant autour de son verre de vin. J'en ai entendu parler. Un petit acteur de niche? Un timing chanceux, probablement. Ce n'était pas un acteur de niche, Eden. Il détenait les brevets de l'algorithme prédictif complet utilisé par toutes les grandes centrales hydroélectriques d'Amérique du Nord. Il détenait 94% de parts de marché dans l'intégration de capteurs de grue. Je me penchai en avant, les ombres de la lueur des bougies dansant dans mes yeux. Le prix d'acquisition était de 190 millions de dollars. Une fois la dette initiale du capital risque remboursée et les fonds des employés distribués, le fondateur est reparti avec 160 millions. Comment connaîtrais-tu les détails? Demanda Robert, les sourcils froncés. Cette information n'était pas dans le communiqué de presse. Je le sais, dis-je. Parce que j'ai passé les 72 dernières heures dans une salle de conférence à signer les documents de clôture. Je le sais parce que l'argent a été versé sur mon compte hier matin. Et je le sais parce que je suis la fondatrice d'Apex. Le silence qui suivit n'était pas seulement silencieux, il était vide.
Il aspira l'air de la pièce. La bouche de Mélanie s'ouvrit. Robert me fixait simplement, son verre à mi-chemin de ses lèvres, figé comme une statue. Eden fut le premier à bouger. Il laissa échapper un rire aigu et paniqué. « C'est bien joué, Aubrey. Vraiment. Tu m'as presque eu. Mais nous savons qui tu es. Nous savons que tu es la fille qui n'a même pas pu lever 15 000 $ pour payer ses employés. Je ne le pouvais pas, acquiescer je. Parce que ma famille a refusé de m'aider. Alors je l'ai fait sans vous. Et je vous l'ai caché. Parce que je savais que dès que j'aurais quelque chose de valeur, vous essaieriez de le revendiquer comme un gain familial tout en me traitant comme une perdante. Je sortis mon téléphone de mon sac à main et le fis glisser sur la table vers Robert. La confirmation de la banque apparut à l'écran. Transaction réussie. 160 millions de $. La main de Robert trembla en prenant le téléphone. Il regarda l'écran, puis moi, puis l'écran de nouveau. Son visage passa par une douzaine d'émotions différentes. Choc, incrédulité, cupidité, et enfin, une honte profonde et écrasante. Je n'en avais aucune idée, balbutia Robert, sa voix perdant son autorité florissante. Bien sûr que non, dis-je. Tu ne regardais pas. Tu étais trop occupé à regarder Mélanie dépenser l'argent que tu lui donnais. Attends une minute, cria Mélanie, sa voix atteignant un niveau de verre brisé. C'est un piège. Ça doit être un piège. Tu as probablement juste trouvé une capture d'écran en ligne. Tu n'es pas millionnaire. Tu es Aubrey. Tu portes des bottes, tu travailles dans la boue m'appartient maintenant, Mélanie, dis-je froidement. Eden transpirait. En quelques instants, il était passé de prédateur à proie. Il fixait le téléphone dans la main de Robert comme si c'était une bombe à retardement. Robert, ne l'écoute pas, dit Eden, la voix brisée. Même si c'est vrai, c'est juste de la chance. Ça ne change rien au fait que nous sommes ceux qui ont une vision à long terme. Nous sommes toujours ceux qui savent comment gérer ce genre de style de vie. Le gérer. Comme la façon dont tu gères la deuxième hypothèque de cette maison. Ou la ligne de crédit de 300 000 $ que tu viens d'ouvrir au nom de Mélanie sans le lui dire. Mélanie se tourna pour faire face à son mari. Quoi? Eden? De quoi parle-t-elle? Elle ment, cria Eden en se levant si brusquement que sa chaise grinça contre le sol. Elle essaie de semer la zizanie parce qu'elle est jalouse de ce que nous avons. Je ne suis pas jalouse, Eden. Je suis informé, dis-je. Je fouillai dans mon sac à main et sortis un petit morceau de papier plié. Lorsque je me préparais pour l'acquisition, mon équipe juridique a fait des vérifications d'antécédents sur tout le monde, même ceux qui me sont indirectement liés. Procédure standard pour les cibles de grande valeur. Ils ont trouvé l'audit interne de votre cabinet. Eden, tu n'as pas quitté ton dernier emploi pour de meilleures opportunités. On t'a demandé de démissionner à cause d'irrégularités dans tes comptes clients. Je me tournai vers Robert. Papa, l'investissement que tu as fait dans cette maison n'a pas été versé sur le compte. Il a été utilisé pour couvrir les pertes subies par Eden en essayant de vendre à découvert des actions technologiques il y a 3 ans. Cette maison est une coquille vide. Elle ne leur appartient pas. Elle appartient à la banque, et ils ont déjà 30 jours de retard sur le principal. La pièce sombra dans le chaos. Mélanie se mit à crier sur Eden. Robert regardait le papier dans ma main, son visage prenant une teinte grisâtre et maladive. Julia pleurait doucement dans sa serviette. « Est-ce vrai ?» murmura Robert en regardant Eden. Eden ne répondit pas. Il me regardait simplement avec une haine si pure qu'elle en était presque impressionnante. Il ressemblait à un animal acculé. Tout le vernis, tout le cachemire, toute la supériorité suffisante avait disparu, ne laissant qu'un petit homme désespéré qui avait construit sa vie sur des fondations en papier. Tu penses que tu peux juste venir ici et faire exploser nos vies? Tu n'es toujours rien. Tu es une cinglée qui a eu de la chance avec un programme informatique. Je n'ai pas fait exploser ta vie, Eden, dis-je en me levant. J'ai juste allumé les lumières. Si vous êtes en difficulté, c'est de votre faute. Je regardais ma famille, les gens qui m'avaient fait sentir petite pendant 38 ans. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en colère. Je ne voulais même pas me venger. Je me sentais juste épuisé.
Le dîner était délicieux, dis-je à toute la pièce. Mais je pense que j'en ai eu assez. Le silence qui suivit mon annonce fut lourd. Mais il ne dura pas longtemps. Alors que je me tournais pour prendre mon sac à main, la pièce explosa dans une symphonie finale de bruits désespérés. Mélanie était maintenant debout, son visage un masque de fureur rouge marbré, pointant un doigt tremblant vers Eden. « Tu as dépensé l'argent de mon père pour couvrir tes pertes, hurla-t-elle. Tu m'as dit que nous achetions cela comme un investissement. Tu m'as dit que nous étions le couple modèle de Whispering Pine. J'essayais de nous protéger, Mélanie, aboya Eden en retour, son sang-froid se brisant enfin. Il regarda Robert, les yeux écarquillés et suppliants. Robert, écoute, le marché a changé de manière inattendue. C'était un revers temporaire. Si j'avais juste 50 000 de plus, je pourrais inverser la tendance. Je pourrais tout arranger. Robert ne le regarda pas. Il fixait toujours le téléphone que j'avais laissé sur la table. Les chiffres brillants de mon solde bancaire agissant comme un acte d'accusation silencieux et moqueur de chaque décision qu'il avait prise au cours de la dernière décennie. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Le patriarche autoritaire et tranchant avait été remplacé par un homme qui réalisait qu'il avait misé sur le mauvais cheval. Et il l'avait fait avec une cruauté qui ne pourrait jamais être effacée. « Aubrey !» dit Robert, la voix brisée. Il tendit la main sur la table, ses doigts frôlant le verre. « Aubrey, attends. Nous devons en discuter en famille. Cela change les choses. Nous pouvons consolider. Avec tes ressources et Eden. Eh bien, avec tes ressources, nous pouvons sauver le domaine. Nous pouvons garder le nom de la famille intact. » Je m'arrêtai. Je ne me retournai pas, mais je sentis le poids de ces mots. Maintenant, après tout cela, son premier instinct n'était pas de s'excuser pour les années de négligence ou les rejets moqueurs. Son premier instinct était de consolider mon succès sous son contrôle, d'utiliser mes 12 années de sang, de sueur et de larmes dans la salle des serveurs pour payer la fraude d'Eden et la vanité de Mélanie. Je me retournai lentement, rencontrant son regard. Le nom de famille, papa ? Tu veux dire le nom dont tu as essayé de te distancier chaque fois que j'échouais ? Le nom que tu ne voulais pas associer à un logiciel excentrique ? Jusqu'à ce que ce logiciel vaille 9 chiffres. Aubrey, s'il te plaît, semblota Julia, trouvant enfin sa voix. Ne sois pas comme ça. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Vous aimez la version de moi qui vient de vous tendre une bouée de sauvetage, dis-je. Où était cet amour quand je dormais sur un lit de camp dans un entrepôt ? Où était cette famille quand j'ai demandé une fraction de ce que vous avez donné à Mélanie comme cadeau de mariage ? Je regardais Mélanie, qui avait cessé de crier et me regardait maintenant avec un calcul prédateur terrifiant. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. La réalisation que sa sœur ratée était maintenant la gardienne de la vie qu'elle voulait si désespérément conserver. Aubrey, dit Mélanie, sa voix tombant dans un ton écœurant de douceur que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants et qu'elle voulait échanger les tâches ménagères. Nous avons été durs avec toi parce que nous voulions que tu réussisses. C'était de l'amour vache. Et regarde, ça a marché. Tu es incroyable. Nous devrions célébrer. Oublions la soupe, ouvrons le bon champagne. L'audace pure de la chose était presque impressionnante. C'était un cours magistral de détournement cognitif. Ça n'a pas marché à cause de vous, Mélanie, dis-je. Ça a marché malgré vous. Et il n'y aura pas de champagne. Je me dirigeai vers la porte, mes talons cliquant fermement sur les planchers de bois franc coûteux. Derrière moi, j'entendis les bruits de la famille parfaite qui s'effondrait. Eden essayait d'attraper le bras de Robert. Robert s'en débarrassa, et Mélanie commença à réaliser que le personnel de restauration était toujours dans un coin, ayant été témoin de tous les détails embarrassants et sordides de leur chute. J'ai passé la nuit dans un hôtel de la ville, le genre d'hôtel que je n'aurais jamais rêvé de réserver il y a une semaine. Je me suis assise sur le balcon, regardant les lumières à l'horizon, ressentant un profond sentiment de paix. Le domaine de Whispering Pine était à 3 heures de route, mais j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Les retombées furent rapides et définitives. En une semaine, la nouvelle de l'acquisition d'Apex fut officiellement publiée dans les principaux journaux spécialisés, avec ma photo. Il n'y avait plus moyen de se cacher. Mon équipe juridique, agissant sur mes instructions, a suivi de près la situation dans le Connecticut. Comme j'avais les ressources nécessaires,
j'ai passé quelques appels téléphoniques stratégiques. Je ne voulais pas de vengeance au sens de causer un préjudice physique, mais je voulais la justice. Je me suis assuré que la banque détenant le billet sur la maison de Mélanie et Eden reçoive le rapport d'audit interne complet concernant l'emploi passé d'Eden. Ils n'ont pas attendu le paiement forfaitaire de 60 jours. Ils ont engagé des poursuites de saisie dans les 14 jours. La carrière d'Eden en gestion de patrimoine était terminée. Les irrégularités que j'avais découvertes furent signalées aux agences de régulation compétentes. Ils ne géreraient les actifs de personne, pas même les siens, pendant très longtemps. Mélanie m'a appelé des dizaines de fois. Elle m'a envoyé des courriels allant d'excuses hystériques à des menaces vitrioliques, affirmant que je déchirais la famille. Je l'ai bloquée sur tout. J'ai appris par un cousin éloigné qu'elle et Eden avaient emménagé dans un petit 2 pièces en location, le genre d'immeuble dont elle se moquait que j'y vive. Robert m'a contacté une fois. Il n'a pas appelé. Il m'a envoyé une lettre manuscrite. Il ne demandait pas d'argent, ce qui était sa dernière once de fierté. Il demandait simplement si nous pouvions repartir de zéro. Je me suis assise dans mon nouveau bureau. Un bel espace ensoleillé dans un bâtiment que je possédais maintenant en partie. Et j'ai lu la lettre. J'ai pensé aux près de 15 000 $. J'ai pensé aux 3 Noëls passés seuls. J'ai pensé aux commentaires sur les bottes à embout d'acier. Je n'ai pas répondu. Certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits, surtout quand l'autre côté ne veut le traverser que parce que son propre terrain est en feu. J'ai utilisé une petite partie de ma fortune pour créer une fondation. Nous offrons des prêts relais à faible taux d'intérêt et du mentorat aux fondatrices dans les secteurs du matériel informatique et industriel. Des entreprises moins prestigieuses que les banques traditionnelles. Et les pères arrogants négligents souvent. Je passe mes journées à parler à des femmes qui dorment sur des ordinateurs et construisent des capteurs dans la boue. Je leur dis qu'elles ne sont pas des échecs et je leur dis que les gens qui se moquent d'elles ont généralement juste peur de la distance qu'elles parcourront. Quant à moi, je porte toujours mes bottes quand je vais sur un chantier. Mais maintenant, quand je me rends sur un barrage hydroélectrique ou sur un chantier de construction, je ne suis pas là pour mendier un contrat. Je suis là parce que je possède l'entreprise qui rend le monde plus sûr. Je me suis levé de mon bureau, regardant la ville. Le tremblement dans mes doigts avait disparu. Le vide dans ma poitrine était rempli d'une force tranquille et stable. J'étais Aubrey. J'étais une fondatrice. Et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment chez moi.